Latte. Christophe Ondelatte. Bonjour à tous. Je vais vous raconter l'une des découvertes les plus incroyables de tous les temps, celle de la grotte de Lascaux par 4 gamins en pleine guerre en 1940. La Dordogne, à ce moment-là, était en zone libre. Elle accueillait tout un tas de réfugiés. Et parmi les 4 découvreurs de Lascaux, il y a justement 2 petits Parisiens, dont un juif qui était réfugié à Montignac. Je débrieferai cette histoire avec vous, Muriel Mauriac-Le Héron, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui la conservatrice de la grotte de Lascaux. J'ai tiré cette histoire d'un livre qui s'appelle Quand Marcel et ses amis découvrirent la grotte de Lascaux de Régis Delpech aux éditions Scrinéo. Tuc Duhat de Dieuleveux m'a aidé à l'écrire. Réalisation signée Mathieu Fray. Europe 1. Christophe Ondelatte. Pour moi, c'est le dimanche 8 septembre 1940, en fin d'après-midi, que tout a commencé. Robot, reviens. Magnard, dépêche-toi, ton chien est tombé dans un trou, je crois qu'il a senti quelque chose. Magnard, c'est mon surnom. Il paraît que je ressemble à Jean Valjean, le bagnard au grand cœur des Misérables. Mais mon vrai nom, c'est Marcel. Marcel Ravida. J'ai 18 ans. J'arrive, les gars. Je le connais, mon chien, mon robot. C'est un setter coupé de terrier à poil roux. Il ne lâche jamais une piste. Quand il a senti quelque chose, surtout si c'est un lièvre ou un lapin, il va au bout. Et donc, je rejoins mes 3 copains, Jean, Maurice et Louis, et je les trouve penchés sur un trou au pied d'un pin déraciné. Et Robot est au fond du trou, je dirais à 1,50 m. Bon, je descends le chercher, parce que sinon, on est encore là demain matin. Je me laisse glisser au milieu des ronces, en m'accrochant aux racines de l'arbre. Je l'attrape, je le tends à Maurice, et en voulant reprendre mes appuis, mon pied gauche dérape, et il s'enfonce dans le sol. Bon, Magnard, tu remontes? Il va bientôt faire nuit. Attendez, il y a un autre trou. Plus petit, je dirais 14 cm de diamètre. Je viens de m'y coincer le pied. Ça doit être un terrier. Je crois pas. Je vais lancer une pierre. Et écoutez l'écho. Waouh. C'est profond, hein? C'est peut-être l'entrée du souterrain. Ah oui. Oui, il y a une légende qui court dans la région qu'un souterrain relierait le château de Montignac au manoir de Lascaux, et que dedans serait cachée une partie du trésor des Templiers. À nous le trésor, les gars. Tiens, Marcel, avec mon couteau, essaye d'agrandir le trou. Mais il se fait tard, et on a promis à nos parents de rentrer avant la nuit. Le trou est étroit. Sa lampe, on n'y verra rien. Bon, voilà ce qu'on va faire. On redescend tranquille à Montignac. On ne dit rien à personne. Hein. Et la semaine prochaine, le jour où on ne travaille pas, on revient explorer le trou avec le matériel nécessaire. Patron, ça y est, j'ai fini la vidange de l'attraction de Monsieur Doubler. Est-ce que je peux prendre mon après-midi? C'est mon père, il a besoin d'un coup de main. D'accord, Marcel, d'accord. Par contre, samedi matin, t'es là à 7h, hein? Ça fait 2 ans que j'apprends le métier de mécanicien. J'allais pas lui dire que je demandais une demi-journée pour aller explorer un trou dans les bois. J'allais pas lui dire non plus que j'ai passé la matinée à me faire une lampe à pétrole avec une vieille pompe à graisse et à me fabriquer un coutelas. Ni lui ni moi ne savons ce jour-là que c'est la dernière fois que je franchis la porte du garage. Bon, Louis et Jean viennent de déclarer forfait. Ils travaillent, ils peuvent pas venir. Reste Maurice. Lui, c'est son jour de repos. Bon, écoute, Bagnard, moi, je crois que je vais rester faire la sieste. Parce que,
Tu sais ce que j'en pense de vos histoires de souterrains et de trésors. Là. Et voilà comment je me retrouve seul à gravir la colline de Lascaux. Et en passant près du manoir, j'aperçois 3 garçons. Le grand, je le connais, c'est Jacques. C'est Jacques Marsal. Sa mère tient le café-restaurant Le Bon Accueil. Les 2 autres, je les connais pas. Ça doit être des Parisiens en vacances ou peut-être des réfugiés de guerre. Moi, c'est Simon. Simon Coincasse. Je suis de Montreuil, à côté de Paris. On est parti à cause des Boches. Moi, c'est Georges. Georges Agnel. Je suis en vacances chez ma grand-mère. Et c'est là que je décide de les mettre au courant pour le trou. Faut d'abord arracher les ronces, les sorties, et puis avec le coutelas agrandir le trou, déchiqueter les racines et desceller les pierres et les rochers. Bon, ça y est, on y est les gars. Il y a encore ce rocher à virer et je dois pouvoir passer. Attends, Bagnard, attends. On va te retenir par les pieds. Et je me laisse glisser, tête la première et bras en avant, en cherchant appui sur la paroi rocheuse avec mes mains. Crotte, ma casquette vient de tomber. Je la vois à 2 mètres, en dessous. Elle est posée sur une grosse dalle. Ben, j'ai plus le choix. Ça va, les gars? Vous pouvez me lâcher? Et j'atterris au fond du trou, sans trop de casse. Jacques, j'y vois pas grand-chose, mais j'ai l'impression que ça continue un peu plus loin. Hein. C'est peut-être le souterrain. Fais-moi passer la lampe pigeon. J'attrape la lampe au vol, et dans la lumière blafarde, je vois l'entrée d'une galerie dont la partie inférieure est encombrée par un éboulis de pierre. Et 50 centimètres au-dessus, une voûte composée de centaines de petites stalactites. Je me mets à plat ventre et j'avance vers l'inconnu. Mon cœur bat si fort dans la poitrine que je l'entends résonner sur les parois. Et puis soudain, je peux me mettre à 4 pattes, et puis debout. Et là, je tends la lampe devant moi. Elle éclaire une immense salle, dont je ne vois même pas les bords et le plafond. Faut que j'aille chercher les autres. Ils vont pas être déçus. Nous faut un bon moment pour nous retrouver tous les 4 debout dans la salle. C'est pas un souterrain, ça? Il devait y avoir une rivière souterraine dans le temps, et elle s'est creusée cette grotte, quoi. On se remet à avancer prudemment, en faisant attention de ne pas glisser. Et une vingtaine de mètres plus loin, la galerie se rétrécit et le sol s'assèche. Et regardez ça. Oh, là sur la paroi, il y a plein de traits, il y a plein de couleurs. Là aussi, regarde. À la lumière de nos lampes, sur la voûte, il y a des traces qui, par magie, deviennent des animaux rouges, ocre, noirs. On dirait un cerf. Et là, des bouquetins. Et là, c'est pas un bison, là? Et regarde cette vache. Elle a le corps rouge avec une tête noire. Avançons, les gars. Avançons tant qu'il reste un peu de pétrole pour les lampes. On avance, et partout au-dessus de nous et autour de nous surgissent de nouveaux animaux. Et soudain, devant nous, un énorme taureau. Tout le monde se fige. Tout le monde. Bon, faudrait peut-être qu'on fasse demi-tour. Faudrait mieux sortir avant de plus rien y voir. Il a raison. On reviendra demain. Dans la première salle, tout à l'heure, on éclairait nos pieds. Mais là, on éclaire les parois. Et on voit surgir 5 taureaux. Énormes. 3 d'un côté, 2 de l'autre. Ils font au moins 3 mètres de long avec des cornes gigantesques. Tétanisés par la beauté de la scène, personne ne dit rien. Et après, tout le groupe refait surface. On a fait une incroyable découverte. Faut la protéger. Et il faut en profiter au maximum. Bon, les gars, voilà ce que je vous propose. On revient demain. Rendez-vous devant le trou à 9h. D'accord? D'accord?
Et d'ici là, pas un mot. On ne parle de rien à personne. Ni aux copains, ni aux parents. La grotte, c'est notre secret. D'accord? Tant qu'on n'a pas exploré à fond, c'est motus et bouche cousue. On est d'accord? Et par précaution, on bouche l'entrée du trou avec des genièvres et quelques fougères. Le lendemain matin, voilà qu'on se retrouve à 5 devant le trou. Simon est venu avec son petit frère. Bah, j'ai pas pu faire autrement. Hier soir, quand il a vu l'état de mes vêtements, il s'est douté de quelque chose. Et alors, t'as pas pu tenir ta langue? Mon frère, il m'a dit qu'à moi, votre secret. Monsieur, regardez. En plus, j'ai une lampe. Et puis, je suis pas gros. Je pourrais passer dans les trous. Aujourd'hui, on a apporté des lampes à carbure. Ça éclaire mieux. Le spectacle est encore plus époustouflant qu'hier. Waouh! Venez voir cet animal. Là, devant le premier taureau. Regardez sa tête. Elle est énorme. J'ai remarqué que Jacques, lui, est assis sur une petite murette. Il a l'air soucieux. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Non, Marcel. Mais je me pose 1000 questions. Et qui a pu dessiner tous ces animaux? Eh bien, peut-être des hommes préhistoriques, comme aux Zézis. Il paraît qu'il y a une grotte remplie de gravures là-bas qui date de Cro-Magnon. D'accord, mais comment ils ont fait? Ils n'avaient pas de lampe. T'as vu à quelle hauteur ils ont peint? Écoute, Jacques, on continue l'exploration de la grotte, et puis on se reposera ces questions plus tard. D'accord? Les gars, venez voir, sous le grand taureau. Il vient de découvrir un passage étroit. On y va? Bien sûr qu'on y va. C'est vraiment étroit, hein? Si on se coince, je passe en premier, hein? Et si c'est trop dangereux, on fera demi-tour. Au bout de 15 mètres, le boyau débouche sur une salle immense, tellement haute que nos lampes n'éclairent pas le plafond. Et à mi-hauteur, il y a 2 peintures de chevaux, les corps criblés de flèches. Et la salle se prolonge par une galerie. Et au bout, on débouche sur de nouveaux trésors. À 3 mètres du sol, une énorme vache, noire, ventrue avec une croupe proéminente et de toutes petites pattes. Et sur la paroi d'en face, tracée en noir, 5 têtes de cerf de plus d'1 mètre de haut. On dirait qu'il nage dans la rivière, avec juste la tête hors de l'eau. Un peu plus loin, dans un renfoncement, 2 bisons. Et après, la galerie devient très étroite. On avance difficilement. Mais on distingue quand même, incrustés dans la paroi, des croix, des points détirés et plein d'autres signes mystérieux. Et si on faisait demi-tour? Ça doit faire un bout de temps qu'on est là. Hein. Attends, Marcel, attends. Il y a de drôles de bêtes par là, regarde. Il a raison. En jouant avec la lampe, j'arrive à distinguer des traits dans la roche. On dirait des lions ou des tigres. Regardez les griffes. Ils sont quand même bizarres. Hein. Ils ont une grosse tête, les oreilles toutes rondes et pas de crinière. Eh bien, c'était peut-être comme ça qu'ils étaient à l'époque des hommes préhistoriques. Comment tu sais que c'est des hommes préhistoriques qui ont fait ça? Et qui veux-tu que ce soit? Écoutez, tant qu'on n'aura pas parlé à des adultes qui se connaissent un peu en grotte, on ne saura pas. Et moi, je viens de découvrir une sorte de puits profond. On l'explorera demain. Je sais pas depuis combien de temps on est là, mais nos lampes à carbure ne sont pas éternelles. Mais qu'est-ce que tu fais là, Marcel? Mais tu vois bien ce que je fais. Je marque mon nom et la date de découverte de la grotte. Mais pourquoi, Marcel? Eh bien parce que c'est notre grotte, qu'elle est à nous, et que c'est moi qui suis rentré le premier. Et maintenant, personne ne pourra dire le contraire. Hein. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, demain, vous pourrez rester chez vous. Moi, je serai là à 9h. J'en ai marre que tu joues sans cesse au chef, Marcel. Demain, on sera là. Et Georges et Simon aussi. Mais à une condition. À partir de maintenant, on décide ce qu'on fait à 4.
La grotte, on l'a découverte à 4. Va falloir que je me calme, que je les écoute un peu. Mais c'est quand même moi le plus vieux et le plus costaud. Le lendemain, nous voilà devant le puits que j'ai découvert la veille. Et finalement, on n'est plus que 3. Moi, Jacques et Georges. Les 2 autres n'ont pas pu venir. Et moi, je suis venu avec une corde. Je l'accroche, je la laisse tomber dans le puits. Et, elle n'est pas assez longue, ta corde. T'as raison. Tant pis, on laisse tomber. C'est trop dangereux. Et puis c'est un trou, hein. Comment voulez-vous qu'ils soient descendus là-dedans, les hommes préhistoriques? Et pour peindre quoi? T'as sûrement raison. Mais moi, je vais aller y jeter un coup d'œil. 3 ou 4 mètres plus bas, pendu au bout de la corde, il me manque quelques centimètres pour que mes pieds touchent le sol. Qu'est-ce que je fais? Je remonte ou je laisse tomber? Tant pis. Tant pis, on verra bien tout à l'heure comment je peux attraper la corde pour remonter. Alors, c'est comment, Marcel, au fond du trou? Il y a des gravures? Il y a des peintures? Il y a un homme. Comment ça, un homme? Eh bien, il y a un homme qui est dessiné sur la paroi. On dirait qu'il a été renversé par un bison qui lui fonce dessus. C'est le premier homme qu'on trouve dans la grotte. Oui, mais c'est un drôle d'homme. Il a une tête d'oiseau. Il a 4 doigts à chaque main. Il a un grand sexe. Tout tendu. Pour moi, qui suis chasseur, aucun doute. C'est une scène de chasse. Et en plus, le bison perd ses entrailles. Et puis dans le puits, il y a 2 animaux dessinés. À gauche, un rhinocéros et en face, un cheval. La remontée est exténuante. Et une fois en haut, à cause de la corde trop courte, les 3 autres ne veulent pas y aller. J'ai une corde plus grande à la maison. Je la porterai demain. Ce matin, on est descendu un par un dans le puits. Cette grotte, c'est la caverne d'Ali Baba. On va de trouvaille en trouvaille, de bonheur en bonheur, d'émerveillement en émerveillement. On a fouillé partout. On n'a pas trouvé d'autres salles. Moi, je dis qu'on ferait mieux de parler de notre secret. Parce qu'on va le garder jusqu'à quand. Je suis d'accord avec toi. Mais le dire à qui? Moi, je pense qu'il faut le dire à Monsieur Laval. C'est notre ancien maître d'école. Il a toujours été passionné par la préhistoire. Depuis qu'il est à la retraite, il passe tout son temps à étudier les grottes. Et moi, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de trahir tous les animaux de la grotte? C'est Jacques qui prend la parole en premier. Voilà. Avec Marcel et nos 2 amis, on a trouvé un trou. Enfin, une caverne, quoi. Une grotte. Et où vous avez fait cette découverte? Sur la colline de Lascaux. C'est une grotte peinte, monsieur. Il y a des animaux peints, et il y en a d'autres qui sont gravés sur les parois. Il y a même un homme qui est dessiné. Une grotte peinte. C'est vous qui l'avez peinte, oui? Monsieur, regardez. J'ai dessiné quelques animaux de la grotte. J'ai rien inventé, hein. J'ai juste recopié ce qu'il y avait sur les parois. Et là, je vois bien que le doute se faufile sous son béret. Bon, d'accord. Marcel, tu connais le fils Astréguil? Oui, monsieur. Alors écoute-moi bien. En sortant d'ici, tu vas aller chez lui. Et tu l'amènes à votre grotte. Il a un bon coup de crayon. Hein? Alors tu lui dis de dessiner tout ce qu'il voit et de me le porter d'ici ce soir. Monsieur Laval a vu les dessins d'Astréguil et il a décidé de monter jusqu'à Lascaux. Mais il n'est pas le seul. La paysanne de la ferme d'à côté, Madame Baudry, est là aussi. Hier, elle nous a grillés. Oh, j'aimerais bien savoir ce que vous fichez tous les 4 depuis 6 jours, autour du pain déraciné. Racontez-moi ce que vous avez trouvé en dessous. Ma ferme est à 200 mètres. Ça fait 3 jours que je vous vois, vous, disparaître et ressortir de la terre. Alors, je me suis dit qu'elle méritait d'être au courant.
Elle a passé toute sa vie au-dessus de la grotte. Alors je lui ai tout dit. Ça alors, combien de fois j'ai dit à mon mari que ça sonnait creux sous les roues de la charrette? Et donc, ce matin, eh ben, elle est là, la mère Baudry, avec monsieur Laval qui vient d'arriver. Donc, votre grotte décorée, vous dites qu'elle est au fond de ce trou. Vous verrez, monsieur Laval, ça descend sec pendant quelques mètres, mais après c'est plat, et ça s'élargit. Allez-y, monsieur Laval, allez-y, je vais vous retenir. Il hésite, et pendant ce temps-là, la mère Baudry décide de descendre avant lui. Du coup, monsieur Laval s'est dit qu'il fallait qu'il y aille lui aussi. Quand on arrive dans la salle des taureaux, oh merde, pardon les enfants, c'est sorti tout seul. Regardez-moi ça. Mais c'est pas vrai. C'est une découverte archéologique de premier ordre. À votre avis, monsieur Laval, qui c'est qui les a fait, ces dessins? Des hommes préhistoriques, les enfants. Il y a combien de temps? Oh, il y a plusieurs milliers d'années, peut-être 10 000 ou 20 000 ans. J'ai remarqué 2-3 choses intéressantes. Regardez les aurochs au-dessus de vous. Les aurochs? Oui, oui, ce que vous appelez des taureaux, c'est des aurochs. C'était une espèce qui était très répandue à l'époque de Cro-Magnon. Je pense que vous avez découvert l'une des plus belles grottes du monde. Il faut la montrer le plus vite possible à l'abbé Breuil. Lui, c'est un grand savant. C'est pas pour rien qu'on le surnomme le pape de la préhistoire. Depuis 40 ans, il passe plus de temps dans les grottes ornées de Dordogne, des Pyrénées ou d'Espagne que dans son église. Il est professeur au Collège de France. Il calque et il étudie toutes les peintures et toutes les gravures des grottes d'Europe, d'Afrique et même de Chine. Il faut lui monter cette grotte très vite. L'abbé Breuil a visité toutes les salles, une par une. Oh, c'est presque trop beau. Ces peintures, ces gravures, ces dessins sont dans un état de conservation remarquable. Les enfants, vous avez découvert la plus importante collection de peintures pariétales qui a jamais été mise à jour. Monsieur Laval nous a dit que ça datait de 10 000 ou de 20 000 ans. C'est vrai? Je le pense aussi. Il faudra étudier toutes les peintures, les comparer à d'autres grottes, et puis il y a tout ce qu'on pourra trouver sur le sol, les silex, les outils, les grattoirs, peut-être les lampes à graisse. Monsieur l'abbé, pourquoi ces peintures sont-elles si bien conservées? Un éboulement, peut-être dû à un tremblement de terre qui a bouché hermétiquement l'entrée de la grotte. Ça l'a protégé des variations de température, de l'humidité et aussi de la curiosité des hommes. Vraiment, merci. Merci les enfants d'avoir déniché ce trésor. Pour moi, c'est la chapelle Sixtine de la préhistoire. Vous emplissez mon cœur de vieil homme d'une joie incommensurable. Monsieur l'abbé, pourquoi ils ornaient les grottes, les hommes préhistoriques? Qui sait? Toutes les interprétations sont possibles. Et si c'était seulement pour la beauté qu'ils avaient peint ces animaux? Pour le plaisir des yeux? Peut-être. Alors on pourra dire qu'ils sont les inventeurs de l'art. J'ai donc tiré cette histoire du petit livre de Régis Delpech aux éditions Scrinéo qui s'appelle Marcel et ses amis découvrir la grotte de Lascaux. Et je suis pour débriefer cette histoire avec la conservatrice de la grotte de Lascaux, Muriel Mauriac le Héron. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces 4 gamins
Est-ce que leur notoriété, les a suivis toute la vie? Alors malheureusement non, la notoriété n'a pas été à la hauteur de la découverte majeure dont ils sont à l'origine. 2 d'entre eux, les 2 Périgourdins, ont malgré tout continué à graviter autour de la grotte en devenant notamment guides et gardiens de celle-ci. En revanche, les 2 Parisiens, Nogent-sur-Marne pour, l'un et puis le Titi parisien pour l'autre, sont retournés dans l'anonymat et en fait, c'est, l'anniversaire en 1980 qui les a remis à l'honneur pour fêter, le 40e anniversaire de la découverte, hein. Ce qu'on pressent dans l'histoire, c'est que Marcel Ravida, était volontiers candidat pour tirer la couverture à lui. C'est ce qu'il a fait? Oh, je crois que c'est plutôt la proximité avec la grotte parce que, Jacques Marsal ensuite, quand il a, habité la grotte à travers, ce poste de gardien qui lui a été confié, a été aussi tout à fait à la hauteur et a supporté haut les couleurs et la qualité exceptionnelle de ce qu'est, la grotte de Lascaux. Il y a une toute petite morale dans cette histoire, c'est que Marcel, qui a de l'entêtement, connaît le succès, alors que tous ses petits copains qui avaient envie de faire la sieste et qui sont pas venus, ben, ils le connaissent pas. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi une belle, morale, quand la petite histoire et la grande histoire se rencontrent. Le dernier des inventeurs, puisque c'est ainsi qu'on les nomme, Simon Coincas est le dernier à être décédé parmi, cette bande des 4, et c'est quand même un sacré pied de nez à l'histoire, de France, et l'histoire mondiale, puisque le petit juif qu'il était au moment de la découverte aurait dû être exterminé comme les 6 millions d'autres juifs, hein. Ce qui est marquant et peut-être jamais assez souligné, c'est que tout ça se passe pendant la guerre. Oui, et c'est certainement ce qui a donné aussi, un coup de projecteur exceptionnel sur cette découverte. C'est qu'au moment où l'humanité traversait les heures les plus sombres de son histoire, quelque chose venait aussi montrer que l'homme était capable du meilleur. Ouais, c'est ça a pesé aussi sur la découverte dans les semaines et les mois qui ont suivi? Oui, tout à fait, dès les premières heures de la découverte, cette, mise au jour de la grotte fait la une de l'actualité, à travers des reportages, dans les médias papier et télévisuels également. Donc c'est quelque chose de phénoménal et qui va, à travers le monde gagner, ses lettres de noblesse dès les premiers jours de la découverte et l'État, ministère de la Culture va d'ailleurs classer au titre des monuments historiques, seulement 3 mois après la découverte de la grotte, celle-ci au titre des monuments historiques en décembre 1940. C'est-à-dire que Pétain tire un peu la couverture à lui? Je pense pas que ce soit Pétain en tant que tel. Je pense que c'est, les connaisseurs, les érudits locaux, qui mettent en avant, ce joyau exceptionnel. Il y avait eu, à la fin du 19e siècle, la découverte d'Altamira et là, la France tenait enfin quelque chose d'exceptionnel et d'aussi, spectaculaire qu'Altamira. Mmh. Hem, Comment ça se passe après la découverte? C'est la ruée? Alors, tout de suite après, non, parce que la grotte appartient à un propriétaire privé, le comte de la Rochefoucauld, et ce classement au titre des monuments historiques va permettre à l'État, ministère de la Culture, qu'on appelait le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts à l'époque, d'accompagner le propriétaire dans les aménagements nécessaires à l'ouverture au public. Donc, tout ça va prendre un peu de temps, et ces aménagements qui vont entraîner des modifications importantes, conséquentes à l'intérieur de la grotte elle-même, vont permettre une ouverture au public seulement en 1948. Et ça va pas durer très longtemps. La grotte est fermée au public en quelle année? Alors le succès est tel que dès les années 1950, on perçoit déjà des premiers signes d'altération de la grotte et il faudra attendre une décision forte d'André Malraux, alors ministre de la Culture, pour imposer aux propriétaires de la grotte sa fermeture définitive. Qui est propriétaire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est l'État, ministère de la Culture, qui est propriétaire de la grotte de Lascaux. Et ce, Et depuis 1972, date à laquelle l'État a acheté, à travers une donation, cette grotte au comte de la Rochefoucauld en contrepartie, en lui cédant les droits pour pouvoir reproduire une réplique de la grotte, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Lascaux II. ouais, et qu'on peut visiter, que j'ai visité, mais évidemment qu'il y a pas le on n'a pas le même ressenti, quoi. C'est une reproduction et donc il y a pas d'émotion. Alors, il y a quand même de l'émotion parce qu'il faut savoir que ceux qui ont réalisé, Lascaux II l'ont fait à partir d'un travail d'observation dans la grotte originale pendant des dizaines et des centaines d'heures. Donc il y a quand même malgré tout une reproduction du geste qui est tout à fait remarquable et puis c'est aussi,
une contrainte nécessaire à la conservation de la grotte originale et à sa transmission, aux générations futures. Qui a le droit d'entrer dans la vraie grotte aujourd'hui, en Al dehors de vous? alors très peu de monde, seuls sont, autorisés, à y pénétrer les personnes qui sont amenées à y travailler dans le cadre de programmes de recherche en lien avec sa conservation, c'est-à-dire quelques personnes et on est à moins de 200 heures de fréquentation de la grotte par an, ce qui est évidemment très, très peu. Vous, vous êtes conservatrice, vous y allez? Alors Tous les combien? j'y vais, mais j'y vais uniquement quand je suis amenée à y travailler et c'est simplement dans le cas de travaux bien définis et bien préparés en amont de chacune des entrées. C'est un joli privilège quand même. Ah, c'est plus qu'un privilège, c'est quelque chose, d'exceptionnel et qui me bouleverse à chaque fois que j'ai l'occasion d'y pénétrer. Mmh. Alors il y a une énorme part de hasard dans cette histoire puisque c'est au fond parce que le chien de Marcel tombe dans le trou, que Marcel va le chercher, que son pied rentre dans un petit trou et qu'il a la curiosité de creuser en dessous, qu'on découvre la grotte. Est-ce que ça ouvre l'hypothèse selon laquelle on pourrait trouver d'autres grottes Oui. aussi importantes en Périgord ou ailleurs? Bien sûr, il y a eu d'ailleurs, depuis d'autres découvertes majeures, en Dordogne, au buisson de Cadouin, la grotte de Cussac, découverte, dans les années 2000, qui est quelque chose un ensemble exceptionnel qui à la fois, est entièrement orné de gravures, mais aussi, ce qu'on appelle une grotte sépulcrale, avec des sépultures humaines et puis plus connue, puisqu'une réplique a été réalisée en Ardèche, évidemment la grotte Chauvet. Est-ce qu'il y a des sites qui rivalisent avec Lascaux? Vous classeriez Lascaux en quelle position sur le plan des grottes préhistoriques avec peinture, sur les murs? Je dirais que chaque grotte est exceptionnelle, chaque grotte a ses spécificités, elles sont tellement rares qu'elles sont toutes aussi précieuses les unes que les autres, hein. Ce qui est, étonnant, c'est que, les hommes préhistoriques, à la même époque, font la même chose dans plusieurs alors je dis pays, à l'époque il y a pas de pays, mais dans plusieurs territoires de la planète différents. Oui, 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 cette permanence, parce que tout ça s'étale évidemment sur plusieurs siècles, hein, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, on est sur un temps relativement long. Et le temps qui sépare, la réalisation de la grotte, Chauvet, les œuvres pariétales de Chauvet et de Lascaux est à peu près équivalent au temps qui nous sépare de la grotte Lascaux. Donc ça vous donne, une échelle temporelle qui est très importante et relativement vertigineuse et ce besoin de s'exprimer sur des parois, est universel et se retrouve effectivement sur, les 4 coins de la planète. Alors, l'abbé Breuil, quand, les gamins et l'instituteur le font descendre dans la grotte, dit: «Pour savoir comment ils ont peint et pourquoi ils ont peint, il va falloir trouver des outils». Est-ce qu'on a trouvé, après la découverte, les outils qui ont permis de peindre? Alors, on a trouvé dans la grotte beaucoup d'outils, que ce soit, des burins, des silex, des outils qui ont permis de réaliser les gravures, mais aussi des godets, dans lesquels il restait des vestiges de pigments, sachant que tous les pigments utilisés dans la grotte de Lascaux sont des oxydes de fer pour les rouges et des oxydes de manganèse pour les noirs. Il n'y a pas de peinture au charbon, contrairement à d'autres cavités ornées. Mais on a trouvé un matériel, très important, qui sont les vestiges, des artistes qui sont rentrés orner ces parois. Mmh. Répondons à la question des gamins, comment est-ce qu'ils sont montés là-haut? Parce qu'effectivement, on se dit: «C'est très, très haut», il leur fallait une échelle. Ils avaient une échelle? Oh, ils ont certainement, quand on arrive à peindre, et à graver avec, une telle technicité, une telle qualité picturale, un tel rendu, on a des capacités cognitives qui vous permettent de trouver, d'imaginer les solutions pour avoir accès à la paroi, même si elles sont, relativement hautes. Et puis par ailleurs, le sol a été abaissé dans le cadre des travaux d'aménagement réalisés, après la découverte de Lascaux. Donc il faut savoir que dans certains secteurs, le sol était plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc Ouais. plus facilement accessible. Est-ce qu'on retrouve des traces des hommes? Parce que là, vous nous parlez d'objets, mais des peintres? Alors on trouve des vestiges, osseux qui pourraient être des vestiges, d'animaux consommés, comme le renne par exemple, qui est assez peu représenté au niveau des peintures et des gravures, mais pour lequel on a trouvé beaucoup de vestiges osseux dans la grotte.
Alors là, la grande question que se posent, les enfants et qu'ils partagent avec l'instituteur et avec l'abbé Breuil, c'est: quel est le sens de ces dessins? Est-ce que c'est de la beauté? Est-ce que c'est de l'art? Alors la notion d'art est quelque chose qui arrive de façon beaucoup plus tardive, hein, en tous les cas dans ce qu'on appelle l'histoire de l'art, plutôt des notions qui arrivent à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance. Il y a une volonté intentionnelle de raconter quelque chose, d'avoir un récit, une histoire, dont le sens aujourd'hui, nous échappe, mais qui a fait évidemment l'objet de nombreuses interprétations, que ce soit en lien avec le chamanisme, avec la chasse, avec l'origine du monde. Mais la façon dont sont organisées les compositions, les scènes, les groupes d'animaux les uns par rapport aux autres, les orientations de certains groupes par rapport à d'autres, tout ça permet de supposer malgré tout qu'il y avait une intention, de raconter quelque chose, un récit, une histoire, ou d'exprimer, quelque chose qui nous dépasse. Et quelque chose, à transmettre? C'est une hypothèse qui tient, ça? Oui, sans doute. En tous les cas, ce qui nous arrive aujourd'hui encore, c'est évidemment l'émotion que suscitent, ces œuvres, l'admiration. On est tous subjugués de se dire qu'il y a, près de 20 000 ans, des hommes et des femmes ont produit, de tels chefs-d'œuvre sur des parois ornées. Il faut imaginer que tout ça se fait aussi avec un éclairage vacillant, issu de lampes à graisse. Donc, l'accès à la grotte est difficile, complexe, et d'arriver, si on prend le plus grand taureau qui mesure près de 5,50 m, c'est une prouesse technique exceptionnelle, hein. Ouais. Il faut peut-être rappeler que, ils ne vivaient pas dans cette partie-là de la grotte. Les hommes préhistoriques ne vivaient pas au fond des grottes. Non, ce sont des lieux hostiles, hein, sont des lieux mal éclairés, qui sont plutôt, inquiétants. Ils étaient, dans des campements, dans des abris sous roches. Donc là, c'est aussi une des raisons qui permet de dire que le fait d'aller orner au plus profond de la grotte, hein, c'est une petite grotte, mais l'ensemble ou la quasi-totalité des parois est ornée de peintures et de gravures, confirme cette intention, cette démarche, d'aller habiter ce lieu pour transmettre un message et transmettre quelque chose à voir. Transmettre ou célébrer? Parce qu'il y a aussi une hypothèse qui est donc religieuse. C'est de toute façon, on ne peut se projeter qu'avec nos propres connaissances d'aujourd'hui, voire nos propres fantasmes et notre perception de la relation sociale, de la relation du groupe social. La création de ces peintures, est évidemment très certainement le fruit d'un groupe social, d'un groupe composé, d'hommes et de femmes. Ça, rien ne permet en tous les cas de dire, ce qu'il en est plus précisément. Mais de célébrer et de transmettre quelque chose, très certainement. Je vous remercie beaucoup, Muriel, Mauriac, Le Héron, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller visiter Lascaux 2, qui est donc une reproduction de Lascaux 1. Est-ce que Lascaux 3 continue à tourner? Parce que Lascaux 3, c'était une grotte qui se déplaçait dans le monde, quoi. Oui, oui, oui. Alors l'ASCO 3, qu'on appelle l'ASCO, l'exposition internationale, présente des éléments, de la grotte de Lascaux et continue à sillonner le monde. Et puis il y a également, à Montignac-Lascaux, qui a ouvert en 2016, le Centre international de l'art pariétal, qui propose un fac-similé plus complet que celui visible à Lascaux 2, puisque c'est un fac-similé quasi intégral et des espaces interactifs pour mieux comprendre l'art paléolithique. Et puis actuellement, à la Cité de l'architecture et du patrimoine, dans le cadre d'un partenariat avec la Cité de l'Architecture, le ministère de la Culture et Dassault vous pouvez, expérimenter une visite de la grotte de Lascaux en réalité virtuelle, que je vous invite à aller, expérimenter. Avec un masque. Exactement, avec un masque. Pour les scientifiques, il y a encore quelque chose à apprendre de Lascaux? Oui, beaucoup, parce que la découverte s'est faite avec une démarche qui était celle de la rendre accessible au public, beaucoup plus que, la mise en œuvre de recherches et de travaux archéologiques comme on l'a fait, au moment de la découverte de la grotte Chauvet. Donc on a perdu des informations à travers les travaux et les aménagements qui ont été faits, mais il reste encore beaucoup à étudier, en particulier, toutes les gravures de la grotte de Lascaux, qui sont bien moins connues que les peintures, de cette grotte. Mais étudier quoi?
La manière dont ils ont été faits, ce qu'on a voulu représenter, l'intention de l'artiste? Oui, ce qui est représenté et puis essayer de mieux comprendre les superpositions. Quand vous prenez le secteur de l'abside, qui est un véritable palimpseste de gravures avec une superposition d'œuvres qui se mêlent et s'entremêlent les unes aux autres, C'est pas d'essayer les de mêmes, hein, qui les ont peintes, hein, c'est ça? bah, on n'a pas la capacité à le dire. On ne sait pas sur combien de temps, la réalisation et l'occupation de cette grotte a duré. Mais ce qui serait très intéressant, c'est de pouvoir un jour, quand la conservation sera suffisamment stabilisée pour le permettre, de mieux étudier justement comment tous ces tracés pariétaux de l'abside, ont été construits et positionnés sur la paroi. Je vous remercie beaucoup, Merci Muriel beaucoup. Mauriac, Le Héron, conservatrice de la grotte de Lascaux. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.